Les guêpes de la vengeance stellaire. Chapitre 1. L'ombre de l'Empire. Dans les vastes abysses de la galaxie, l'Empire draconien régnait comme un colosse impitoyable sur plus de 1200 mondes. Leur flotte, composée de cuirassés titanesques longs de 15 km, glissait dans le vide spatial comme des ombres mortelles. Protégés par des boucliers capables d'encaisser l'explosion d'une nova, ils imposaient une doctrine simple et brutale, plier ou mourir. Les draconiens, une race reptilienne aux écailles iridescentes et aux yeux jaunes perçants, se voyaient comme les maîtres naturels de l'univers, leur supériorité biologique une longévité de 5 siècles et une force surhumaine renforcée par une technologie millénaire. La Terre et ses colonies, 200 mondes terraformés avec ingéniosité, n'avaient pas échappé à leur regard avide. L'humanité avait accompli des miracles, transformé des lunes mortes en paradis verdoyants, percé les secrets de la matière quantique pour voyager plus vite que la lumière. Mais ce progrès avait un prix. Depuis 2 siècles, les raids draconiens hantaient les frontières humaines. Des villes vitrifiées, des enfants arrachés à leurs familles pour devenir esclaves dans les mines impériales, des flottes pulvérisées avant même d'avoir pu riposter. Les draconiens ne cherchaient pas l'annihilation, ils voulaient la soumission, la peur instillée dans chaque génération. Sur la colonie agricole de Vespera 9, une planète aux plaines infinies de blé génétiquement modifié, la routine de l'oppression se déroulait comme à l'accoutumée. Le vaisseau draconien, un léviathan de métal noir nommé Kragtar, atterrit avec un grondement qui fit trembler les silos. 20 000 colons étaient réquisitionnés ce jour-là pour le quota annuel. Parmi la foule résignée, un enfant de 11 ans, Tommy Linares, se tenait aux côtés de ses parents, Anna et Marco Linares. Tommy avait les cheveux noirs en bataille et des yeux verts hérités de sa mère, une fermière endurcie par les soleils doubles de Vespera. Les soldats draconiens, enveloppés par des armures titanesques de 3 mètres de haut, avançaient en rang serré, leurs armes plasma crépitant d'énergie bleue. Avancez. Où nous vitrifions ce champ. Grogna l'un d'eux, sa voix amplifiée par un traducteur robotique qui rendait chaque mot comme un sifflement venimeux. Tommy, minuscule face à ces géants, s'arrêta net. Il leva la tête, fixant le casque impassible du soldat le plus proche. « Vous n'avez pas le droit, dit-il d'une voix claire, sans trembler. » La foule retint son souffle. Anna hurla, « Tommy, non. Viens ici. » Mais l'enfant ne bougea pas, planté entre les siens et les envahisseurs. Le soldat rit, un son rauque et méprisant. « Un vermisseau qui ose ? Apprends ta place. » D'un geste fluide, il leva son arme et tira. Un éclair plasma frappa Tommy en pleine poitrine. L'enfant s'effondra comme un chiffon brûlé, son corps fumant sur la terre rouge. Les caméras de surveillance, omniprésentes sur Vespera, capturèrent tout. L'image se propagea comme un virus sur les réseaux humains, l'enfant debout, défiant l'Empire, puis gisant dans la poussière. Des milliards d'écrans la diffusèrent. Ce fut l'étincelle. Chapitre 2. L'étincelle de la révolte. Sur Terre, dans les tours de verre de Nouvelle-Paris, le docteur Émile Laurent, un physicien quantique aux cheveux grisonnants et au regard hanté, vit l'image sur son holoprojecteur. Émile avait perdu sa femme lors d'un raid draconien 20 ans plus tôt. Plus jamais, murmura-t-il, serrant les poings. Il contacta immédiatement Sophie Moreau, une ingénieure en nanomatériaux, sa collaboratrice de longue date. Sophie, une femme athlétique aux yeux bleus perçants, répondit depuis son labo sur Mars, « Émile, tu as vu ? Cet enfant ? C'est le déclencheur. Nous devons agir, Sophie. Pas avec des mots, mais avec quelque chose qui les fera trembler. » Leur conversation se transforma en un appel à la résistance. Partout, des grèves éclatèrent. Sur les stations orbitales de Jupiter, des mineurs comme Jean Leclerc, un colosse barbu aux mains calleuses, jetèrent leurs outils. Assez de tribus. Assez de morts. Cria Jean lors d'une assemblée clandestine. Nous ne plierons plus. Les révoltes se muèrent en insurrection. Des laboratoires cachés sur des lunes gelées devinrent des foyers de rébellion. Anna Linares, la mère de Tommy, devint une figure emblématique. Depuis un bunker sur Vespera 9, elle diffusa un message, « Mon fils a dit non. Et maintenant, nous tous disons un non. Rejoignez-nous, ou restez esclaves éternels. »
Marco, son mari, un pilote chevronné, organisa les premières frappes guérilla contre des avant-postes draconiens. Mais l'humanité savait que les armes conventionnelles étaient futiles. Les cuirassés draconiens absorbaient les lasers comme de l'eau, leur flotte couvrant des hémisphères entiers. Il fallait innover. Ainsi naquit le projet GEP, un consortium clandestin disséminé sur des dizaines de colonies. Émile Laurent en fut le cerveau, Sophie Moreau la maître d'œuvre, Jean Leclerc le recruteur de pilotes. Chapitre 3, la naissance des guêpes. Le projet débuta sur l'astéroïde Diamant Noir 19, un rocher de carbone pur de 41 km. 180 000 mineurs, tous volontaires des survivants de bombardements draconiens, le creusèrent à la main pendant 21 ans. Pas de laser, pour éviter toute détection. Chaque coup de pioche était un serment de vengeance. Jean Leclerc, au cœur des opérations, motivait ses équipes, chaque gramme que nous extrayons est une lame pour leur gorge. Pensez à vos familles perdues. Le carbone fut envoyé à la forge solaire de Mercure, un miroir parabolique de 400 km concentrant la fureur du Soleil à 8000 degrés. Sophie Moreau supervisa le tissage du graphène, couche par couche, sous une pression de 600 gigapascales. C'est plus qu'un matériau, dit-elle à Émile lors d'une inspection. C'est notre armure inviolable. Transparent quand calme, noir absolu quand vibrant. Rien ne le brisera. Puis vint le creuset des 480 000. Sur la face cachée de la Lune, dans le cratère le berceau de 120 km, 480 000 moules furent préparés. Le 7 juillet 2416, à 3h14 temps universel, le stock entier d'aérographène diamantoïde fut fondu en un lac noir luisant, injecté par canaux gravitationnels. En 5 minutes, les coques étaient prêtes, des cristaux vivants, sans jointure, plus durs que l'imaginable. Le vrai miracle fut le lien quantique. Chaque pilote 480 000 volontaires, triés sur le volet subit l'opération Synapse éternelle. Marco Linares fut l'un d'eux, implanté de qubits en aérographène dopé à Li-terbium 171. Pour Tommy, murmura-t-il avant l'anesthésie. Le 21 septembre 2418, à minuit pile, les pilotes formèrent un cercle de 4000 km autour du berceau, en combinaison spatiale. Nous devenons un, déclara Émile Laurent par holocom. Un esprit, une volonté. À minuit 0 minute 1 seconde, les qubits s'activèrent. Un flash bleu entoura la Lune. Le battement unique unit leur conscience. Désormais, chaque pilote pensait comme la ruche entière, anticipant les mouvements collectifs avec une précision quantique. L'armement, une seule aiguille par guêpe, 1,8 tonnes d'aérographène effilé à l'atome, accéléré à 18% de la vitesse de la lumière en 0,8 secondes. Impact, 40 mégatonnes cinétiques, un trou parfait traversant n'importe quel blindage. Chapitre 4, la confrontation. L'Empire, ignorant tout, envoya la 7e flotte de soumission, 1200 bâtiments de ligne, pour forcer la Terre à plier définitivement. Commandée par l'amiral Krasok, un draconien aux écailles scarifiées par des siècles de bataille, la flotte émergea du saut hyperspatial près de Neptune. Ces vermisseaux osent défier ? Nous les écraserons comme des insectes, siffla Krasok depuis son pont, entouré de ses officiers. Sur Terre, Anna Linares, devenue leader de la résistance, activa le signal. Guêpes, envolez-vous. Pour Tommy, pour nous tous. Les 480 000 chasseurs, invisibles au radar grâce à leur légèreté, surgirent à 200 000 km de la flotte. La bataille fut un chaos orchestré. Les guêpes, pilotés par l'esprit collectif, fondirent en silence. Marco Linares, dans sa guêpe, sentit les pensées de ses camarades, attaquer le vaisseau amiral. Percer le cœur. Pour mon fils, hurla-t-il mentalement, lançant son aiguille. L'impact fut cataclysmique. L'aiguille traversa 4 km de blindage en 0,03 secondes, entrant et sortant comme une lame dans du beurre. Le Kragtar Prime, le cuirassé amiral, explosa de l'intérieur, ses réacteurs quantiques déchirés. Des débris incandescents jaillirent, illuminant le vide. Krasok, sur le pont, vit les alarmes hurler. Qu'est-ce que ? Déployez les boucliers. Feu à volonté. Mais les lasers draconiens rataient les guêpes,
trop rapide, trop agile. Une autre vague frappa, des centaines d'aiguilles perforèrent les flancs des cuirassés. Un bâtiment de ligne, long de 15 km, se plia en deux comme une pastèque mûre, ses entrailles explosives déversant un feu stellaire. Sophie Moreau, depuis un poste de commandement orbital, coordonnait « Formation Delta ». Cibler les générateurs de boucliers. Jean Leclerc, pilotant une guêpe, répondit par lien quantique, reçu. Ces salauds paieront pour chaque vie prise. Son aiguille frappa un bouclier, l'absorbant comme de la lumière, et transperça le cœur du vaisseau. L'explosion illumina les anneaux de Neptune. Les draconiens paniquèrent. Impossible. Leurs signatures sont partout, cria un officier. Krasok, furieux, ordonna une contre-attaque, lancez les chasseurs. Écrasez-les. Des essaims de vaisseaux draconiens jaillirent, mais les guêpes les ignoraient, se concentrant sur les géants. Une guêpe isolée, pilotée par une jeune volontaire nommée Lucie Bernard, fut touchée par un tir plasma. Je tombe. Je vais mourir, mais je prends l'un d'eux avec moi. Pensa-t-elle, le cœur serré par la certitude de sa fin imminente. Elle accéléra malgré tout, percutant un cuirassé en kamikaze. Son aiguille finale déchira le pont, traversant le vaisseau de bout en bout dans un fracas assourdissant. À sa grande stupeur, elle émergea de l'autre côté indemne, le chasseur intact malgré l'impact dévastateur. Incroyable! Quelle robustesse! S'exclama-t-elle mentalement, émerveillée par la résilience de sa guêpe, tandis que le lien quantique relayait son soulagement à la ruche entière. La flotte draconienne se disloqua. Sur 1200 vaisseaux, 800 explosèrent en 1 heure. Krasok, dans un module d'évacuation, transmit un message impérial, retraite. Ces humains, ils ont créé des démons. Mais une guêpe le traqua. Marco Linares, sentant la vengeance, lança, pour Tommy. L'aiguille frappa, vaporisant le module. Chapitre 5, l'Aube nouvelle. La bataille contre la 7e flotte de soumission marqua un tournant dans l'histoire galactique. Les débris des cuirassés draconiens, éparpillés comme des confettis stellaires autour de Neptune, formaient un mémorial improvisé à la résilience humaine. Sur Terre, dans les rues de Nouvelle-Paris, des foules en liesse brandissaient des hologrammes de Tommy Linares, l'enfant martyr devenu symbole éternel. Anna Linares, debout sur une estrade flottante, s'adressa à la multitude, « Nous avons brisé leur chaîne. Mais ce n'est que le début. Les guêpes ne s'arrêtent pas ici. Tant qu'un seul monde ploie sous leurs joues, nous combattrons. » Marco Linares, de retour de la bataille, atterrit sur la Lune, sa guêpe encore fumante d'énergie résiduelle. Il serra Anna dans ses bras, leurs larmes se mêlant dans la pesanteur. « J'ai senti Tommy avec nous, dans le lien quantique, murmura-t-il. Chaque aiguille lancée était pour lui. » Émile Laurent et Sophie Moreau, depuis le berceau lunaire, analysaient les données. « Les draconiens sont en déroute, dit Sophie, ses yeux brillants d'excitation. Leur communication interceptée parle de panique dans leur capitale. Mais ils ont encore des milliers de mondes sous contrôle. Nous devons frapper vite. » Jean Leclerc, le mineur devenu pilote légendaire, organisa les réparations. « Nos guêpes sont quasi indestructibles, gronda-t-il à son équipe avec une fierté farouche. Sur les 480 000, nous n'en avons perdu que 9 dans cette bataille infernale, et encore, à cause de collisions massives avec des débris stellaires. Lucie Bernard, elle a failli y passer, mais sa guêpe l'a sauvée en traversant un cuirassé entier. Elle en a abattu 3. Nous devons recruter plus, former d'autres liens. » Le battement unique avait uni les survivants en une conscience collective plus forte, mais chaque perte, si rare soit-elle, résonnait comme un cri dans l'esprit de la ruche, tandis que la robustesse légendaire des guêpes inspirait une détermination inébranlable. L'humanité, galvanisée, transforma ses colonies en forteresses. Des usines orbitales produisirent de nouvelles guêpes, tandis que des ambassades secrètes contactaient d'autres races opprimées. Les premiers rapports arrivaient, des civilisations asservies par les draconiens, comme les éthériens, des êtres éthérés au corps de gaz luminescent ou les oratiens, une race insectoïde aux exosquelettes chitineux, murmuraient des rumeurs de rébellion. Ils attendent un signe, déclara Émile lors d'un conseil de guerre holographique.
Et nous serons ce signe. Mais les draconiens ne restèrent pas inertes. Depuis leur montrône, Draconia Prime, l'empereur Vexar, un géant reptilien aux écailles incrustées de joyaux quantiques, rugit son défi. Ces humains sont une aberration. Mobilisez les flottes restantes. Nous les noierons dans leur propre sang stellaire. Des renforts affluaient, des cuirassés modifiés avec des boucliers renforcés, prêts à contre-attaquer. Chapitre 6, la libération d'Aetheria. Les guêpes, désormais une flotte unifiée sous le commandement collectif du lien quantique, s'élancèrent vers Aetheria, un monde gazeux asservi depuis 3 siècles. Les Éthériens, réduits à extraire des gaz rares pour les réacteurs draconiens, vivaient dans des bulles atmosphériques gardées par une garnison impériale de 500 vaisseaux. Marco Linares, en tête de l'ESM, sentit l'approche. Contacts ennemis à 500 000 km, pensa-t-il, sa voix résonnant dans les 479 991 esprits restants. Formation en pointe. Libérons-les. Les radars draconiens clignotèrent enfin, détectant les signatures légères. Le commandant draconien, un capitaine nommé Sarok, siffla depuis son pont, des insectes humains. Pulvérisez-les avant qu'ils n'approchent. La bataille éclata dans les nuages tourbillonnants d'Aetheria. Les guêpes fondirent, invisibles jusqu'au dernier moment. Jean Leclerc lança la première aiguille, accompagné de 9 autres, pour les opprimer. Lança-t-il ou elles transpercèrent un cuirassé de part en part, déclenchant une chaîne d'explosions qui illumina les strates gazeuses comme un orage stellaire. Les draconiens ripostèrent avec des lasers à large spectre, balayant le vide. Une guêpe fut touchée d'innombrables fois, avant que son pilote ou une jeune recrue nommée Pierre Duval hurlât mentalement « Je tombe !» Mais frappez pour moi. Sophie Moreau, depuis un vaisseau de commandement lointain, ajusta les tactiques en temps réel. Utilisez les nuages pour masquer. Intrication maximale pour anticiper leurs tirs. Les guêpes dansèrent, leur coque diamantoïde absorbant la plupart des impacts. Marco visa le vaisseau amiral, celui-là commande la garnison. Percez-le. L'aiguille fila à 18% de la vitesse de la lumière, traversant 0,4 km de blindage en un clin d'œil. Sarok, voyant son pont se déchirer, cria « Impossible !» Qu'est-ce que c'est que ces démons? En 1 heure, la garnison fut annihilée. Les Éthériens émergèrent de leur bulle, leur forme luminescente formant des nuages de gratitude. Leur leader, une entité nommée Lumina, communiqua par ondes psychiques « Vous avez brisé nos chaînes. Nous joignons notre essence à la vôtre. » Des alliances naquirent, les Éthériens offraient leur technologie de manipulation gazeuse, renforçant les boucliers des guêpes contre les armes énergétiques. Chapitre 7, l'assaut sur Zorath Prime. Fortifiés par les Éthériens, les guêpes visèrent Zorath Prime, une planète où les Zorathiens, insectoïdes asservis, minaient des cristaux quantiques pour l'Empire. Cette fois 1000 vaisseaux draconiens gardaient le système, renforcés par des tours orbitales crachant des missiles antimatière. Émile Laurent planifia l'attaque, nous frappons en vagues synchronisées. Utilisez le lien pour diviser leurs forces. La flotte humaine surgit près de l'anneau planétaire, les guêpes se dispersant comme un SM furieux. Le général draconien, Korath, rugit, formait un mur de feu. Rien ne passe. La bataille fut féroce. Des aiguilles pleuvaient, perforant les tours orbitales qui explosaient en cascades de débris. Une escadre draconienne contre-attaqua, leurs chasseurs rapides harcelant les guêpes. Anna Linares, restée en arrière comme stratège, guida par Holocom, Marco, flanc gauche vulnérable. Frappez maintenant. Marco, sentant la ruche, accéléra, reçut. Pour Tommy et tous les opprimés. Son aiguille et celle de dizaines d'autres déchirent un destroyer, déclenchant une réaction en chaîne qui engloutit 10 vaisseaux. Jean Leclerc, au cœur du chaos, évita un tir plasma, ces salauds apprennent. Ils adaptent leurs boucliers. Une guêpe voisine fut détruite, son pilote criant dans le lien, avancez, sans moi. Les pertes montaient, mais les Zorathiens, sentant la libération proche, sabotèrent les mines depuis le sol, créant des éruptions qui distrairent les draconiens. Korath, désespéré, lança une ultime salve, tous sur leur leader. Mais le lien quantique anticipa, les guêpes formèrent un bouclier vivant, absorbant les tirs.
Sophie lança une contre-offensive, maintenant. Percer le centre. Des milliers d'aiguilles convergèrent, transformant la flotte draconienne en un cimetière flottant. Zorath Prime fut libre. Les Zoratiens, menés par leur reine Zira, offrirent leurs drones de combat, notre SM rejoint le vôtre. Ensemble, nous piquons l'Empire au cœur. Chapitre 8, la marche vers Draconia. Libération après libération, les guêpes grossirent. Des mondes comme Silara, peuplés de télépathes aviaires, et Chronos 4, habités par des géants minéraux, rejoignirent la cause. Chaque bataille affinait la ruche, les Éthériens masquaient les signatures, les Zoratiens fournissaient des essaims distracteurs. L'empereur Vexar, paniqué, fortifia Draconia Prime avec tout ce qu'il avait, soit 10 000 cuirassés. Ils viennent pour nous. Mais nous sommes les maîtres. Siffla Théil. Les guêpes approchèrent, une force multiraciale unie par le lien étendu au maintenant incluant des consciences alliées. La bataille finale fut apocalyptique. Des nuages de vaisseaux s'entrechoquèrent près de la nébuleuse impériale. Marco, au front, pensa, c'est la fin de leur règne. Aiguilles et lasers dansèrent, des mondes tremblèrent. Vexar, depuis son palais orbital, vit ses flottes se désintégrer, non, impossible. Une aiguille finale, lancée par Jean, perça le palais, pour tous les mondes libres. Chapitre 9, l'éveil d'une galaxie unie. Avec l'Empire draconien réduit en cendres cosmiques, les libérateurs humains, éthériens, zoratiens et tous les peuples autrefois opprimés se rassemblèrent autour d'une vision audacieuse, le conglomérat des étoiles. Ce n'était pas un empire nouveau, mais une alliance forgée dans le feu de la révolte, fondée sur le partage équitable des connaissances, des ressources et des rêves. Émile Laurent et Sophie Moreau, les génies derrière le projet GEP, devinrent les architectes de cette paix fragile mais radieuse. Ils conçurent des protocoles quantiques pour interconnecter les mondes, permettant un échange instantané d'idées et de technologies, effaçant les frontières stellaires. Lors de la cérémonie de fondation, sur une station orbitale flottant au-dessus de la Terre renaissante, Anna Linares s'avança, sa voix résonnant à travers les haut-parleurs galactiques, plus de domination, plus de peur. Seulement l'unité, où chaque civilisation apporte sa lumière unique à l'ensemble. Nous avons transformé notre vengeance en espoir, que cela soit notre legs éternel. Les applaudissements psychiques des Éthériens se mêlèrent au cliquetis joyeux des Zoratiens, tandis que des délégués de Silara et Chronos 4 levaient leurs ailes et leurs poings en signe d'allégeance. Marco Linares, debout aux côtés d'Anna, leva les yeux vers les étoiles infinies. Tommy serait fier, murmura-t-il, une larme traçant un sillon sur sa joue burinée par les batailles. Il a allumé l'étincelle, et nous avons embrasé la galaxie. Les guêpes, ces chasseurs invincibles, ne furent pas démantelés, elles devinrent les gardiens vigilants du conglomérat, patrouillant les frontières pour protéger la paix, non pour conquérir. Des échanges florissants s'établirent, les Éthériens partagèrent leurs secrets de manipulation énergétique, les Zoratiens leurs techniques de construction Eve-like, et l'humanité offrit sa résilience inébranlable. Une ère nouvelle s'ouvrit, où les mondes autrefois isolés dans la terreur brillaient désormais comme une constellation harmonieuse. Des académies interstellaires naquirent, formant des générations hybrides enfants d'humains et d'alliés à explorer, innover et coexister. La galaxie, jadis un champ de bataille, devint un jardin d'opportunités infinies, où la liberté n'était plus un rêve, mais une réalité partagée. Et toi, auditeur de cette saga épique? Si les aventures des guêpes t'ont transporté à travers les étoiles, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires galactiques. Partage cette vidéo avec tes amis, commente tes moments préférés ci-dessous, et active la cloche pour être alerté des nouveaux audiobooks. Ensemble, continuons à explorer l'univers infini de la science-fiction. Fin de l'histoire.